j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Scott Andress Sim. Cette affaire date de quelques années. Elle est très ancienne. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est face à une affaire qui ne sera peut-être jamais élucidée. Malheureusement, sur cette disparition, il n'y aura pas beaucoup de photos de Scott, sachant que sa disparition date des années 1960. Il n'y a pas non plus beaucoup d'informations sur cette disparition, mais j'ai essayé de regrouper toutes les informations que j'ai pu lire. On va remonter en 1950. Scott Andress Sim est né le 1er juillet 1950. Ses parents, Donald et Helen Douglas. Il était le deuxième enfant du couple, Helen ayant donné naissance à Donald Jr. un an plus tôt. Pour ceux qui l'ont connu, ils le surnommaient Andy. Andy était très aimé par les gens qui le connaissaient. C'était un enfant tendre, attentionné, maladroit des fois. Il faisait partie des scouts. Il adorait ses parents et était très proche de son frère. Même si c'était le plus jeune, il avait tellement l'habitude de s'intéresser à tout et surtout à énormément s'occuper de son frère. Pour un petit garçon de son âge, il était vraiment, comme diraient ses parents, exceptionnel. Alors que les deux garçons étaient jeunes, le couple a divorcé et a finalement épousé chacun d'autres personnes. Helen a épousé William Sim, qui était membre de la Garde nationale et aussi professeur d'anglais à Miden Western University. Il a tout de suite accepté les enfants d'Helen. Il s'est surtout rapproché de Scott. Ils étaient très complices. C'est là qu'il les a adoptés. Ainsi, les enfants ont pu porter son nom de famille. Il en était très fier et très heureux. Il les considérait vraiment comme ses deux enfants. Scott était scolarisé à l'école primaire Jefferson de Wichita Falls, Texas. Sa mère, Helen, était infirmière et son beau-père William s'était présenté au travail à Fort Polk, en Louisiane, avec la 49e division blindée de la Garde nationale pendant la crise de Berlin. Son père biologique s'était remarié et vivait à des heures de route en Californie. Peu de temps après, la famille déménage à Wichita Falls, au Texas. Ils vivaient dans une grande maison d'angle dans le bloc 4600 de Stanford Avenue. Et les enfants étaient très contents, ils étaient bien installés. Ils s'étaient fait quelques amis. Menant à la disparition, dans l'après-midi du 9 décembre 1961, Donald et son frère Scott étaient seuls à la maison. William avait été appelé pour se rendre à Fort Polk pour son travail. Et Helen travaillait en tant qu'infirmière à l'hôpital. Dans ces années-là, il était courant que les enfants restent tout seuls chez eux, avec la surveillance bien sûr des voisins. Donc, Helen ne s'inquiétait pas plus que ça. En plus, c'étaient des enfants très sages, qui ne faisaient pratiquement jamais de bêtises. Vers 12h30, Helen appelle du travail pour vérifier si les garçons vont bien. C'est Donald qui a répondu. Il a dit qu'Andy était toujours avec lui et tout se passait très bien. Il jouait. Plus tard, entre 12h45 et 13h, Andy a quitté sa résidence pour sortir jouer dehors avec des amis. Habituellement, il aurait pris son vélo. Mais là, son vélo était cassé. Alors il a marché. Il faut quand même préciser une chose, cette journée-là, il faisait très froid. Il y avait énormément de vent et les températures étaient très basses. Helen est rentrée de son travail à 14h30 pour découvrir que Scott n'était pas là. Elle a demandé à Donald où était son frère. Donald lui a dit « Il est parti de la maison il y a quelque temps pour aller jouer avec des amis. » Un peu plus tard, Donald dira à sa maman « T'inquiète pas maman, Andy il est parti jouer avec des amis, il n'a pas dû voir l'heure. Il va revenir. » J'ai trouvé ça adorable et tellement triste aussi à la fois. Ce jeune enfant qui essaye de rassurer sa maman. Ne voyant pas son fils revenir, ils sont allés à la recherche d'Andy. Ils ont cherché partout. Ils ont même demandé à ses amis s'ils l'avaient vu. Mais malheureusement, personne n'avait vu Scott quelque part. C'est là que Helen a demandé de l'aide aux voisins ainsi que sa famille qui était aux alentours. Tout le monde s'est mis à rechercher Andy. Mais malheureusement, personne ne l'a trouvé nulle part. Et pourtant, il y a eu énormément d'endroits de fouiller. Ne trouvant pas son fils, Helen a décidé d'appeler la police à 20h,
car Scott n'était toujours pas rentré chez lui. Les recherches pour essayer de retrouver Scott. Les membres de la défense civile, de Force Hill, des réserves marines et de la patrouille à cheval du shérif ont travaillé aux côtés de bénévoles pour ratisser les environs. Ils ont également examiné les lieux de rencontre habituels de Scott et les endroits où un enfant pourrait se cacher pour échapper au froid. Ils ont tout examiné, que ce soit les sentiers, les grottes, les gouffres, tout. Mais malheureusement, aucune trace de Scott. Quelque temps plus tard, un témoignage intéressant. Une personne a appelé les enquêteurs et a signalé avoir vu un enfant correspondant à la description de Scott, au Boy Scout Hut, près du lac Wichita, vers 15 heures. Il était avec d'autres enfants, y compris son ami Bill Fortune, qui a rapporté qu'il avait supposé qu'un de ses parents était venu le chercher ce jour-là. Justement, la troupe d'Andy se préparait pour un camp. Ils ont poursuivi quand même leur plan, espérant que Andy les rejoindrait. Le sentier et les zones parcourues par les scouts ont été fouillés, malheureusement en vain. Le lac Wichita, qui se trouve près de la cabane, a été fouillé également et drainé, mais aucun résultat. Cela a conduit les chercheurs à étendre leur zone de recherche, pour inclure les grottes près de Fairway Boulevard, un cimetière près de la maison de sa famille et des terrains fréquentés par les Boy Scouts. Les grottes ont été particulièrement bien fouillées, après que des amis ont rapporté qu'Andy y jouait parfois. Malgré les efforts de recherche terrestre et aérienne déployés par des bénévoles, ainsi que les enquêteurs, aucun indice sur les circonstances entourant la disparition d'Andy n'a jamais été trouvé. Les températures ont énormément chuté cette journée et cette nuit-là, ainsi que dans les jours qui ont suivi, ce qui a entravé les efforts de recherche et diminué malheureusement l'espoir que le jeune garçon serait retrouvé vivant. Les enquêteurs se sont entretenus avec ceux qui, à l'époque, étaient connus pour avoir un goût pour les enfants. Quelle horreur! Donc actuellement, c'est des pédophiles. Et ont visité la prison locale pour suivre les informations tirées de ces conversations. Mais malheureusement, cela n'a rien donné. En ce qui concerne Donald, le père de Scott, il a téléphoné à plusieurs reprises à la police pour savoir où en était l'enquête sur la disparition de son fils. Rappelez-vous, il s'était remarié. Avec sa nouvelle femme, il a eu un enfant, prénommé Steve. Curieusement, cependant, le fils de Donald, issu de son deuxième mariage, donc Steve, n'était pas au courant de l'existence d'Andy, jusqu'à la mort de Donald en 2001. Steve Douglas, ancien policier et demi-frère d'Andy, a décidé de faire des recherches sur l'histoire de sa famille. Il savait qu'il avait un demi-frère nommé Donald, mais n'a découvert Andy que lors de ses recherches. Donald père n'a jamais mentionné Andy. L'ADN de Scott a été comparé à de nombreux John Doe au fil des ans, mais n'a pas réussi à donner une correspondance positive dans toutes ces affaires. Steve Douglas, qui vit à Gahanna, Ohio, et qui est retraité à présent de la police, s'est rendu sur place pour savoir ce qui est arrivé à son demi-frère à l'époque. Bien sûr, Steve n'a pas beaucoup d'espoir de retrouver son frère après tant d'années, qui serait à présent un homme de 58 ans. Il a déclaré « En tant qu'agent de police, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il s'est simplement éloigné et a succombé aux éléments, et qu'ils n'ont jamais retrouvé son corps. Si quelque chose est arrivé à Andy, Steve veut le savoir. Il veut savoir ce qui s'est passé et donner une sépulture à son frère. » En 2012, la Cour suprême de l'Oregon a ordonné au Boy Scouts of America de publier plus de 14 000 pages de dossiers sensibles, détaillant plus de 50 ans d'abus sexuels et d'agressions. Les dossiers publiés, qui couvrent des cas de 1947 à 2005, ne sont qu'un échantillon de décennies d'abus qui ont été enregistrés depuis 1925. Au cours de cette période, au moins 77 cas ont été signalés dans l'État du Texas. Des notes manuscrites, des lettres et des rapports judiciaires. Une carte interactive créée par Los Angeles Times montre l'étendue réelle de cette horreur. J'ai lu cette affaire pour la première fois il y a bien longtemps. Le visage d'Andy est l'un des plus doux que j'ai jamais vus. Récemment, je suis tombée à nouveau sur son cas et je savais juste que c'était le moment de vous faire découvrir cette disparition. Cette affaire est si mystérieuse parce que Andy a littéralement disparu sans laisser aucune trace. Pas de scène de crime, rien.
Il est difficile de dire ce qui lui est arrivé. Mais voici quelques-unes de mes théories. La première théorie, le meurtre. Andy a été enlevé par un étranger, tué, et son corps a été enterré, et malheureusement il ne sera jamais retrouvé. Cela peut être envisagé sachant qu'effectivement on n'a jamais rien retrouvé. Ni un vêtement, ni quoi que ce soit. Rien. Et à l'époque, en 1960, nous n'avions pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Ma deuxième hypothèse, la disparition d'Andy aurait à voir avec les dossiers qui ont été rouverts au sujet des Boy Scouts. Peut-être malheureusement qu'il fait partie de ces dossiers-là. Et pour lui, ça se serait mal passé. Car au niveau de ces dossiers-là, il y a très peu de décès. C'est surtout malheureusement des attouchements sexuels et autres. Mais peut-être que pour Andy, ça s'est passé autrement. Sachant qu'un garçon correspondant à sa description a été vu près de la cabane des Boy Scouts vers 15 h, le jour de sa disparition. Par la suite, il n'y a eu plus aucune observation. Troisième hypothèse, Bill Fortune, le chef d'Andy, qui était aussi son ami, et quelques autres personnes, pensaient qu'un parent avait choisi Andy. Un parent qui manquait d'enfants, qui n'arrivait peut-être pas à avoir des enfants. Pourquoi a-t-il d'un seul coup pensé à cela? Je me pose la question. Peut-être que Donald, le père d'Andy, était ce parent. Peut-être qu'il a effectivement enlevé son fils. Mais pourquoi alors Steve n'en aurait jamais entendu parler? Il a toujours vécu avec son père. C'est vrai que cela peut paraître étrange, car effectivement, il n'a jamais parlé d'Andy à son demi-frère, Steve. Donc on peut se poser effectivement des questions. Après, comme je l'ai dit plus haut dans la vidéo, ça peut être aussi le choc de la disparition de son fils. Dans mes recherches, j'ai retrouvé un vieux journal de Wichita Falls, daté du 31 décembre 1961. Des adolescents agressaient les enfants sur la base aérienne de Shepard. Les enfants intimidés étaient également des adolescents. Peut-être que les intimidateurs avaient choisi Andy ce jour-là, et les choses se seraient mal passées. Je sais qu'à l'époque, cette ville était connue comme la pire ville du Texas. L'une des choses peut-être les plus étranges dans cette affaire, c'est qu'Andy est sorti en plein jour pour jouer. Et pourtant, il n'y a eu qu'un seul témoin qui l'aurait vu. Il était 15 h. Si c'était lui, où était-il donc entre 12h45 et 15 h? Il marchait? Il aurait donc dû y avoir plus d'observations. Et ses voisins, pourquoi n'ont-ils rien vu? Sa disparition s'est produite un samedi à l'heure de Noël. Même à l'époque, les gens étaient dehors et sur le point de se préparer pour les vacances. Je me demande donc si quelqu'un est venu lui offrir un tour en voiture. Et il a accepté. Cette personne, bien sûr, n'était pas la bonne personne. Andy aurait été au mauvais endroit, au mauvais moment. À ce jour, Andy est toujours porté disparu. Sa mère et son père étant décédés, ils n'auront jamais su ce qui est arrivé à leur fils. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, donc c'était pas facile. En plus, une disparition sur un enfant, c'est encore moins facile. C'est très dur pour moi. Donc je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.